Nous allons parler de la méthode Almage qui permet un meilleur accompagnement des personnes avec la maladie d'Alzheimer et apparentée. Nous allons parler avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Marc Saillon, qui est le directeur général du groupe Almage. Bonjour Marc. Bonjour, Peut-être vous présenter l'histoire d'Almage, parce que je pense que c'est intéressant pour asseoir ce qu'on va dire, et après on parlera de la méthode Almage. bien sûr. Almage est un groupe qui remonte à près de 40 ans maintenant et qui s'est spécialisé dès son origine dans l'accompagnement des personnes souffrant de maladies neurodégénératives et notamment les malades d'Alzheimer. Euh, la méthode Almage a été créée en s'appuyant sur la base scientifique des thérapies cognitives et comportementales. À l'époque, le docteur Saillon, qui est fondateur de la méthode, qui est psychiatre gériatre, était appelé en tant que psychiatre dans des maisons de retraite et on lui demandait de les aider à gérer des troubles du comportement. Il n'a pas trouvé de réponse satisfaisante en disant c'est finalement l'environnement parfois qui est lui-même la cause des troubles du comportement. C'est donc l'établissement, l'environnement qui doit s'adapter à la personne et pas l'inverse. Ne trouvant pas de solution satisfaisante, il a créé ses propres établissements spécialisés 100% maladie d'Alzheimer déjà dans les années 80 en appliquant les principes des thérapies cognitives et comportementales. Et c'est comme ça que la méthode Almage est née. Donc vous avez des établissements dans lesquels ces méthodes est appliquée. Est-ce qu'on peut avoir une introduction de comment, qu'est-ce qui se passe en fait avec ces méthodes dans les établissements? Oui. Alors c'est vrai que Almage a ses propres établissements. Il intervient également auprès d'autres EHPAD pour les aider dans l'accompagnement des personnes souffrant de maladies neurodégénératives, ainsi que les acteurs du domicile. Euh, les EHPAD d'Almage ont cette particularité qu'ils sont, ça va parler aux exploitants d'EHPAD, qu'ils sont comme des grandes unités protégées finalement, où la libre circulation est tolérée, elle est même encouragée pour tous les bénéfices physiques et psychologiques que la déambulation permet dans les établissements. Évidemment, il faut que l'établissement soit adapté pour cela, qu'il soit pensé pour cela et que le personnel soit formé à cela également. Il s'agit d'avoir une vraie tolérance finalement et une capacité d'adaptation permanente, puisqu'on parle aussi de personnes qui souffrent d'une maladie neurodégénérative, ce qui veut bien dire que la maladie est évolutive, et donc l'état de la personne aujourd'hui peut être différent de celui de demain. Il s'agit donc, pour l'ensemble de l'établissement, de s'adapter en permanence. Les bénéfices de la méthode ou alors les résultats qu'on peut obtenir. On ne sait pas guérir la maladie d'Alzheimer, mais par contre, on peut donner du confort à la personne, on peut donner du confort à son entourage également, parce qu'un des 8 grands principes de la méthode Almage, c'est les familles sont essentielles. On n'oublie pas que la maladie d'Alzheimer touche l'intégralité d'une famille. On dit toujours quand un malade d'Alzheimer rentre dans un établissement, c'est toute la famille qui rentre avec lui. Et au domicile, c'est la même chose. L'aidant naturel est également très souvent fatigué, âgé lui-même et épuisé. Et donc, les bénéfices de la méthode Almage, c'est vraiment, un, de permettre aux personnes de préserver leurs fonctions cognitives résiduelles, d'en restaurer éventuellement certaines, et de ralentir les effets de la maladie pour pouvoir leur permettre de vivre une vie aussi bonne que possible, que ce soit au domicile, en prolongeant leur maintien à domicile, ou que ce soit en établissement, euh, en vivant pour le quotidien, et ce, le plus longtemps possible et de la manière la plus harmonieuse possible. On peut avoir un exemple qu'on comprenne la méthode de comportement qu'un salarié pourrait avoir dans une certaine, enfin, un cas pratique, un exemple de cas pratique. Euh, Typiquement, dans les établissements classiques, on va craindre la déambulation ou bien on va avoir une réaction difficile face à un trouble du comportement. La manière dont nous, on va aborder les choses, c'est de se dire un trouble du comportement, qu'il soit perturbateur ou pas, et c'est vrai que dans les troubles du comportement, on pense souvent aux troubles perturbateurs. Nous, on considère que l'apathie est un trouble du comportement qui nécessite d'être accompagné, d'être pris en charge de manière encore plus importante qu'un trouble perturbateur, parce que l'apathie, c'est des gens qui dérangent pas beaucoup, et malheureusement, ça accélère souvent la dégradation de l'état de la personne. Et donc, ce que j'allais vous dire, c'est
lorsqu'on est face à un trouble du comportement, on a développé des outils d'analyse qu'on a appelé l'analyse fonctionnelle, qui va être une espèce d'enquête que l'on va mener face à un trouble du comportement et de comprendre pourquoi ce trouble du comportement est survenu, qu'est-ce que le résident veut nous dire avec ça, quelle stratégie on va pouvoir mettre en place pour essayer d'éteindre ce trouble ou bien d'éviter qu'il se répète de manière trop fréquente ou qu'il se produise de manière atténuée, et de renforcer les stratégies qui fonctionnent et d'abandonner celles qui ne fonctionnent pas, et en réévaluant en permanence, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fonctionnait hier ne va pas forcément fonctionner demain. Donc, l'idée de ce que l'on apprend aux équipes qui adoptent la méthode Almage, c'est d'apprendre à regarder, d'apprendre à recueillir l'information, d'apprendre à décoder et d'apprendre à partager l'information. Parce que la qualité de l'accompagnement, il va aussi passer par le partage de l'information entre professionnels, quel que soit leur niveau. Lorsqu'il y a un trouble du comportement, euh, les personnes en contact vont essayer de soigner, je veux dire, de guérir psychologiquement ce trouble de comportement, ou alors c'est ajuster leur propre comportement qui peuvent déclencher le trouble de comportement de la personne, enfin, ou autre chose. Ça va se passer comment? Votre question est juste parce que l'attitude du personnel est déjà en soi une clé de compréhension du comportement. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on est face à un comportement, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi. Donc, on a développé cet outil d'analyse fonctionnelle qui liste un certain nombre de questions qui vont permettre de décoder quels sont les éléments exogènes à la situation qui peuvent être à la source de ce trouble du comportement. En général, un trouble du comportement, c'est la manifestation d'un besoin, d'une difficulté impossible à exprimer clairement par le résident. Et à ce titre, on apprend aux équipes qui appliquent la méthode Almage d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire, c'est un des 8 grands principes, c'est la santé du corps comme de l'esprit. Il faut d'abord évacuer les causes potentielles somatiques avant de se dire c'est à cause de la maladie. Quelqu'un qui va avoir un problème de transit ou un corps au pied va pouvoir avoir des manifestations de comportement inadéquats uniquement parce qu'il a mal et qu'il n'arrive pas à le dire. Bien Donc sûr. déjà, le réflexe, c'est de se dire un comportement, c'est pas un problème, c'est un message. Qu'est-ce que ce résident nous dit et quelles sont les pistes de questionnement qui vont nous permettre d'arriver à comprendre quel est le message. Et comme ce trouble du comportement, c'est souvent l'expression d'un besoin insatisfait, une fois qu'on a compris le besoin, déjà, en général, le comportement s'atténue, voire s'éteint. Ensuite, on va mettre en place des stratégies pour aider l'équipe ou l'entourage à répondre à ce besoin insatisfait et idéalement à le prévenir pour l'avenir pour que ce comportement n'apparaisse plus ou de manière atténuée. Le comportement s'éteint dans ce cas-là parce que le résident a compris qu'on l'avait compris, C'est ça. Et même s'il n'a pas compris qu'il avait compris, ses émotions lui permettent le ressentir. de le ressentir parce que les émotions, c'est un des 8 grands principes. Les émotions sont au centre de la relation. Même si une personne perd sa capacité à communiquer de manière verbale avec son entourage, il est encore tout à fait capable de ressentir. Les émotions ne disparaissent pas. On dit toujours que les malades d'Alzheimer sont des éponges à émotions, des éponges à sensations. C'est pour ça que en établissement, là je quitte le domicile, mais en établissement, souvent on dit ah les très grands dépendants, bah, on les laisse dans leur chambre parce que on peut plus faire grand chose avec eux. Nous, on se bat contre ça et on fait au contraire des activités de grands groupes parce que on sait que les émotions, l'énergie du groupe va bénéficier, y compris chez des gens qui sont extrêmement dépendants. Et donc on va finalement essayer de jouer sur toutes les cordes de la sensibilité d'une personne à travers des ateliers thérapeutiques, des ateliers cognitifs, que ce soit de la zoothérapie, de la musicothérapie, etc. Parce qu'on aura identifié quelles sont les déficiences cognitives de la personne. On va établir un projet d'accompagnement personnalisé et un projet cognitif dédié à cette personne en sachant quoi stimuler, qu'est-ce qui fonctionne chez cette personne. On aura recueilli son histoire de vie qui nous permettra de connaître ses goûts, de savoir ce qu'il n'aime pas non plus, pour pouvoir l'atteindre dans ses émotions et dans ses capacités résiduelles
et l'accompagner au mieux et lui apporter du plaisir. Je ne l'ai pas mentionné, mais un des grands principes de la méthode Almage, c'est le plaisir avant tout, puisque la méthode Almage est une démarche non médicamenteuse qui vise à essayer de réduire le nombre de médicaments. On n'est pas contre les médicaments, on est seulement pour ceux qui sont vraiment utiles, et notamment se passer d'antidépresseurs en utilisant le plaisir comme antidépresseur naturel, qui permet également de garder les gens plus alertes et donc plus réceptifs à une stimulation cognitive. Si je suis directeur d'EHPAD ou directeur d'un SAD et que j'entends l'émission jusque-là, la question que je peux me poser, mais mon personnel n'a pas la fibre, n'a pas le niveau, entre guillemets, son jugement de valeur, n'a pas le niveau pour être formé à des méthodes qui demandent autant d'apprentissage. Alors, c'est effectivement une impression que beaucoup peuvent avoir. Dans la méthode Almage, on dit tout le monde est acteur du projet. Tout le monde, c'est-à-dire que ce soit en établissement ou au domicile, n'importe qui peut acquérir des compétences qui lui permettent d'apporter de la qualité de vie, de la stimulation, du lien social auprès des personnes dont il s'occupe. Euh, dans nos propres établissements, les ASH sont formés au même titre que les aides-soignantes, les infirmiers, l'homme d'entretien ou la directrice. Évidemment, on va s'adapter au niveau de formation initiale. On ne va pas demander à une auxiliaire de vie de devenir psychologue, bien Bien entendu. sûr, comme ça. Mais pour autant, il y a énormément de choses qu'elles peuvent apprendre, déjà à regarder, déjà à avoir une approche stimulante et de prévention dans la manière dont ils font les choses euh, au quotidien. Je vous donne un exemple tout bête. Lorsque vous apportez, vous aidez quelqu'un à déjeuner et que vous allez lui apporter le plat, au lieu de poser l'assiette devant la personne et de dire bon appétit, ce qui est très gentil, si vous lui dites ah, aujourd'hui, voilà votre entrée, ce sont des concombres à la crème, je vous souhaite un bon appétit, ça lui prend pas plus de temps, sauf que du coup, la personne qu'on va servir va pouvoir être mise en appétit par le fait qu'on lui redit ce qu'elle va manger. Donc, elle va se remémorer ce que sont des concombres, elle va peut-être reconnecter même le mot de concombre et l'image qu'elle voit dans son assiette. Et donc, rien que par une simple phrase, de dire, voilà, aujourd'hui, ce sont des concombres à la crème, on a fait de la stimulation cognitive, on a fait de la stimulation de la mémoire, on a fait de la stimulation du goût, on a stimulé l'appétit, et ça n'a pas pris plus de temps. Et vous voyez bien que ça, c'est à la portée de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est l'apprendre, savoir que des petits gestes, des petits mots peuvent être stimulants. Et à contrario, quelqu'un qui va intervenir tous les jours au domicile, euh, d'apprendre que si la personne ne lui dit pas bonjour comme d'habitude, un jour, deux jours, trois jours de suite, ou bien si elle ne s'est pas coiffée au moment où elle est arrivée alors que d'habitude elle est toujours toute pomponnée, c'est que c'est un signal de quelque chose. Et si eux ne sont pas capables de traiter l'information, au moins de la remonter à des gens qui sauront en faire quelque chose en disant, bah, tiens, ça c'est peut-être un signal d'évolution des besoins, il faut qu'on creuse. Oui, parce qu'en fait, c'est le côté collégial qui permet en fait d'avoir la performance, aussi la performance de la méthode. Exactement. Et le partage d'informations est absolument crucial. C'est vrai en établissement et c'est encore plus vrai à domicile où les intervenants parfois ne se rencontrent pas. Et donc, une trace écrite est absolument indispensable. Mais c'est vrai que d'apprendre aux gens à passer les informations qui sont pertinentes, aussi simples soient-elles, ça permet de fournir une meilleure qualité de service aux gens que l'on accompagne. Sur l'axe santé, on a deviné qu'effectivement, ça baissait le nombre de médicaments, notamment antidépresseurs. Sur l'axe des activités, Oui. une activité pour les personnes concernées avec la méthode de Almage, ça donne quoi? Euh, on distingue ce que l'on fait nous de ce qu'on voit par ailleurs. Il y a les activités occupationnelles où effectivement c'est des activités ludiques et les résidents vont participer selon leur bon vouloir. Chez nous, les activités sont vraiment des activités ciblées, c'est-à-dire que on a des fiches techniques pour chacun des ateliers que l'on propose où on liste toutes les fonctions supérieures ou les fonctions physiques, hein, quand on va travailler la motricité. On va avoir une fiche technique de l'activité qui va dire voilà ce que l'on stimule en faisant cela. Voilà ce que l'on va rechercher. Et c'est
ces fiches-là qui vont nous servir à construire le projet d'accompagnement individualisé de la personne en disant, on a fait un état des lieux, on Mm. a fait une identification des capacités résiduelles et on commence par ça et non pas par ce qu'il ne sait plus faire, mais d'abord ce qu'il sait encore faire. Et voilà ce sur quoi on peut travailler pour l'aider à préserver ses capacités résiduelles et éventuellement à en récupérer certaines. Et donc, chaque atelier, chaque activité a une visée thérapeutique, mais ludique. Il faut que le résident prenne plaisir à ce Bien qu'il sûr. fait, sinon il n'adhérera pas. Et s'il n'adhère pas à l'atelier, il ne s'agit pas de le mettre autour d'une table avec un économe dans la main et lui faire éplucher les pommes de terre, si c'est quelque chose qu'il déteste faire. S'il y prend du plaisir, la stimulation sera d'autant meilleure et son adhésion sera d'autant meilleure. Donc, pour répondre à la question, nos ateliers ne sont pas des activités occupationnelles, mais ce sont en réalité la traduction en activité du projet d'accompagnement et de stimulation qu'on aura établi avec le résident, avec sa famille en recueillant l'histoire de vie et avec les différentes personnes intervenant autour de la personne âgée. Euh, un autre point que je voulais aborder, en regardant sur votre site, quand on a changé un petit peu, la liberté, en fait. Je trouve que enfin, moi, j'attache beaucoup d'importance à la liberté, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un prisme déformant, mais en lisant votre site, enfin, il me semble que vous parlez beaucoup de liberté. C'est la liberté des personnes de pouvoir bouger dans vos établissements. C'est vrai, c'est un des marqueurs très forts de la méthode Almage qu'on a mis en œuvre dès nos premiers établissements dans les années 80. Euh, c'est vrai qu'au début, on a dû expliquer aux tutelles notamment euh, comment on appréhendait les choses et pourquoi il nous paraissait indispensable de favoriser la liberté d'aller et venir. C'est un des 8 grands principes de la méthode Almage, la liberté de circulation, un droit fondamental, qui est à mettre en parallèle d'ailleurs de tout est prétexte au mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie. Et il y a un double avantage à la liberté de circulation. Le premier avantage, il est physique, puisqu'on va permettre finalement de l'activité physique, donc de lutter contre la fonte musculaire. Ça va également permettre de creuser l'appétit finalement. Si on fait de l'activité physique, on sait qu'il y a un problème souvent fréquent de dénutrition chez les personnes âgées, et notamment chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, on va favoriser l'appétit également en faisant cela. Comme je le disais, lutter contre la fonte musculaire, travailler sur l'équilibre aussi, puisqu'on sait qu'il y a un sujet de chute chez les personnes âgées. Euh, Ça va permettre également de générer de la fatigue, puisque une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut marcher jusqu'à 14 km par jour. Donc le soir, ils sont fatigués. La maladie d'Alzheimer peut générer une inversion du cycle circadien, du cycle du sommeil. Et souvent dans les établissements, on dit ah mais les gens dorment pas la nuit, ils déambulent et ils somnolent toute la journée. Bah, oui, forcément, s'ils dorment toute la journée, le soir ils sont pas fatigués et c'est un cercle vicieux. L'idée c'est de réinstaurer un cercle vertueux où on va encourager l'activité physique la journée par la déambulation, générer de la fatigue et donc une meilleure nuit, une meilleure récupération. Et on sait que le sommeil est salutaire pour les capacités cognitives. Le deuxième avantage de ça, c'est effectivement pour la stimulation du cerveau cette fois. Euh, Déjà, ça va permettre d'abaisser le niveau d'anxiété, le niveau d'agressivité éventuellement. Enfin, vous pouvez vous imaginer, si on vous enferme dans une pièce de 2 mètres carrés toute la journée, au bout d'un moment, votre agressivité spontanément va monter. Quelqu'un qui a besoin de déambuler, je parle de déambulation et pas d'errance, qui sont deux choses différentes. Quelqu'un qui va avoir besoin de déambuler, finalement, va avoir un sentiment de liberté qui va permettre d'abaisser son niveau d'anxiété, d'agressivité si cette personne a des tendances d'agressivité. Et puis, il y a un autre bénéfice aussi qui est moins évident, mais qui est très important aussi, c'est que c'est finalement une opportunité de rencontre. Puisque en se déplaçant, on va aller dans différentes parties du bâtiment, on va arriver à un endroit où il y a un atelier thérapeutique, donc on va peut-être rester 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, écouter, reprendre l'énergie du groupe et puis continuer son chemin, rencontrer des gens, rencontrer des choses accrochées au mur qui sont stimulantes, etc. Donc c'est tout un tas d'opportunités finalement d'être en éveil, d'être stimulé, d'être enrichi, qu'on n'aurait pas si la liberté de circulation n'est pas autorisée. Et souvent, une des raisons pour lesquelles on empêche les gens de déambuler, c'est la peur de la chute. Ce dont on se rend compte, nous, c'est que
depuis 40 ans, on n'a quasiment aucune chute liée à la déambulation. Les chutes ont lieu, ça c'est vrai partout, majoritairement dans les chambres. Et ça, évidemment, c'est pas la libre circulation qui en est la cause. Au contraire, de permettre aux gens de continuer à se muscler, à avoir une activité physique naturelle et douce, ça aide à lutter contre les chutes aussi. J'imagine aussi que dans la méthode Almage, il y a aussi un volet architecture, en tout cas aménagement d'un établissement. Les Oui, couleurs peut-être, ou j'imagine des couleurs, tiens. vous avez raison. Dans l'architecture, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on part du principe que c'est vraiment à l'environnement à s'adapter à la personne âgée et pas le contraire. Surtout pour une personne qui, en plus, a des difficultés d'adaptation compte tenu de sa maladie. Donc, l'architecture doit être conçue euh, en tenant compte de trois éléments importants. La première, c'est permettre cette libre déambulation en sécurité. Donc, ça veut dire que le résident doit pouvoir se promener partout dans le bâtiment, y compris dans le jardin, sauf évidemment dans les locaux à risque comme la cuisine ou les locaux techniques, en sécurité pour lui. La deuxième, c'est que le bâtiment doit aider à l'orientation dans le temps et dans l'espace au maximum. Donc, c'est-à-dire des repères sur la signalétique, des repères sur la saison, le repère sur la date du jour, l'épiphanie. Il va y avoir également des menus accrochés un peu partout, le programme des activités, donc en permanence des espèces de béquilles cognitives qui vont permettre aux résidents de se rappeler de où il est, quand il est, de comment retrouver éventuellement son étage. Les étages ont des couleurs distinctes pour s'aider à l'orientation. S'il ne se souvient pas que sa chambre est au troisième étage, il va peut-être se souvenir que son étage est rose. Il ne va pas se souvenir du numéro de sa chambre, mais il va avoir une plaque de porte qui va être personnalisée avec une image, un dessin, une photo, je ne sais quoi, que lui aura choisi ou que la famille aura choisi si lui n'est pas en capacité de le faire, dont on sait que c'est une image qui va lui permettre de s'identifier. Donc le bâtiment, finalement, fait partie du projet thérapeutique. C'est un outil d'aide à l'orientation et d'aide à l'autonomie. Euh, et de la même manière, le bâtiment doit également permettre aux équipes de travailler de manière efficace, euh, en ayant un maximum de lumière naturelle, en ayant des couleurs distinctes pour aider à l'orientation, euh, et en donnant libre accès au jardin aussi. Je sais que souvent les jardins font un peu peur. On se rend compte qu'en laissant le libre accès au jardin, cette volonté de déambulation, elle s'étend souvent jusqu'au jardin et il y a des effets énormes évidemment à être dehors. Alors, bien entendu, quand il fait froid, le personnel est formé à s'assurer que la personne est suffisamment couverte pour sortir, repérer que la personne est sortie, s'assurer à la tombée de la nuit qu'il y a des rondes qui sont faites dans le jardin pour s'assurer que soit qu'il y a personne, soit de savoir qu'il y a quelqu'un, qu'à un moment, il faut quand même aller aider les gens à retrouver le chemin de l'intérieur. Euh, mais l'architecture, effectivement, est pensée pour permettre cette prise en charge qui offre beaucoup de liberté. Et il y a un deuxième point dans l'architecture qui doit être pensé aussi, c'est ce que vivent beaucoup d'établissements, c'est des intrusions dans les chambres. Où des gens qui déambulent vont rentrer dans les chambres qui ne sont pas les leurs et mettre le bazar ou prendre des choses et les emporter. Donc ça aussi, il faut penser l'accès aux chambres de sorte à ce que euh, les gens ne puissent pas rentrer de manière inopinée dans les chambres des autres. Voilà, c'est un des détails qu'on doit prendre en compte. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à l'émission? Il faut jamais abandonner. Euh, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les malades d'Alzheimer. Euh, on a vite tendance à classer les malades d'Alzheimer comme des gens qui dérangent. Nous, on aimerait bien qu'on les voit d'abord comme des personnes qui ont des déficiences et qu'on doit accompagner. Et une manière de finalement ne pas se décourager face à cette maladie qui est parfois déboussolante, euh, c'est de bien se former, parce que mieux on comprend la maladie, plus on a des stratégies à proposer, plus on peut l'accompagner de manière efficace
et du coup trouver du sens et du plaisir à son métier d'accompagnant ou de soignant. Et ensuite, apprendre à vivre pour le moment présent. Euh, L'image caricaturale, c'est mais pourquoi emmener maman au cinéma? Parce que de toute façon, elle ne se souviendra pas du film qu'elle a vu 2 heures plus tard. Peut-être, mais pendant 2 heures, elle aura ri, ou elle aura pleuré, ou elle aura été intriguée par le film qu'elle aura eu, elle aura ressenti des émotions, elle aura eu du plaisir. Et ça, c'est une petite lutte de chaque moment contre l'évolution de la maladie. Il ne faut pas vivre pour une visée thérapeutique durable, il faut vivre pour le moment présent, pour générer un maximum de plaisir, pour pouvoir utiliser le plaisir comme antidépresseur naturel et préserver la relation également entre la famille et le résident, parce que un résident qui va être bien sur le moment, eh bien, ça va faire du bien à la famille aussi, et c'est un cercle vertueux pour tout le monde. Merci, merci Marc Saillon. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Almage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.